donne la parole. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission La Voix de Calliope. Si les femmes osaient montrer la voie d'un nouveau leadership fondé sur la vulnérabilité, la confiance, la qualité d'écoute et la co-responsabilité, c'est-à-dire penser ensemble, alors comment la société pourrait-elle évoluer ? Dans les entreprises, on parle beaucoup de performance, de compétences, de stratégie, mais ce qui influence vraiment et réellement nos carrières professionnelles reste souvent invisible. Des dynamiques souterraines, des mécanismes relationnels, des jeux de pouvoir qui ne sont pas toujours nommés. Un rapport publié en 2024, Women in the Workplace, analysait plus de 15 000 employés, hommes et femmes, dans des sociétés, des entreprises nord-américaines principalement. Ce rapport montre que les freins à la progression des femmes ne sont pas qu'individuels. Ils sont aussi liés à une dynamique culturelle invisible. Car aujourd'hui, en fait, on valorise beaucoup plus un leadership qui est spécifique, décider vite, trancher sans trop montrer de doute, prendre la parole et occuper toute la place, être disponible tout le temps, sans avoir trop de contraintes personnelles visibles et être perçu comme directif, orienté résultat plutôt que relation et nuances. Certaines approches aujourd'hui interrogent une idée forte. Si un leadership féminin plus basé sur la vulnérabilité, la relation et la collaboration pouvait venir compléter les modèles existants, voire transformer en profondeur la manière même dont les organisations et la société fonctionnent. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec mon invité du jour, Oana Junku. Bonjour Oana. Bonjour Aurélie. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui avec Morgane sur le plateau d'Artop TV dans l'émission La Voix de Calliope. Alors Oana, tu grandis en Roumanie dans un contexte où la sécurité professionnelle est essentielle. Profil première de classe, tu aspires à rentrer dans la meilleure école d'ingénieurs en aéronautique. Mais très tôt, ton père te transmet en fait une idée simple. Pour être libre, il faut d'abord construire quelque chose de solide. Il ne veut pas que tu consacres ta vie à élever des vaches dans une maison sans électricité. Nous sommes au début des années 80. Il te dit « Regarde du côté de l'informatique, un domaine encore émergent à l'époque. » Il a une intuition très simple. « Ma fille, toutes les entreprises en auront besoin. » Et il avait raison. Tu suis cette voie avec rigueur. Formation d'ingénieur en informatique, puis spécialisation en software engineering. Tu construis ensuite ta carrière en France où tu débarques en 1993. Tu évolues pendant plus de 20 ans dans la tech. Tu occupes notamment des postes à haute responsabilité jusqu'à devenir directrice des systèmes d'information chez Eurosport. Et puis, à mesure que tu progresses, quelque chose bascule. Tu fais un constat. Plus tu montes dans les échelons, moins la technique est centrale. Elle devient secondaire. Et plus ce sont les dynamiques humaines, les relations, les jeux de pouvoirs invisibles qui deviennent déterminants. Oana, tu commences à te former à l'intelligence collective, à l'agilité, à la pensée systémique. Et tu bascules progressivement vers l'accompagnement des organisations. Aujourd'hui, tu es executive coach, facilitatrice, fondatrice de Coémerge, une structure que tu crées à partir d'un pilier central. Les organisations ne se transforment pas uniquement avec des méthodes, mais avec une compréhension fine des dynamiques invisibles. Les dynamiques de pouvoir, la sécurité psychologique, les traumatismes collectifs. Et avec une conviction forte que tu as, les organisations ne sont pas des machines, ce sont des systèmes vivants. Nous allons explorer aujourd'hui avec toi comment ces dynamiques invisibles influencent nos comportements et en quoi le leadership féminin peut venir interroger, déplacer et transformer ces systèmes. Alors, ma première question, Anna, c'est, tu parles de dynamiques invisibles dans les entreprises, mais quelles sont-elles ? À quoi tu fais référence ? Alors, toutes ces dynamiques relationnelles que nous nommons pas, mais qui en fait pilotent nos décisions. C'est tout le système de croyances qu'on appelle aussi la culture de l'entreprise. Si on se questionne qu'est-ce que c'est une culture, c'est une collection de croyances et de valeurs et qu'on ne questionne pas ou plus. Et cette dynamique-là fait que on prend des décisions qui nous semblent rationnelles, mais qui ne le sont pas.
même l'idée que la décision rationnelle, c'est la décision la plus juste, c'est en soi une croyance. Ah d'accord. Parce que si je fais appel à un de mes mentors que j'admire, qui est Damasio, qui a écrit un livre qui est assez connu, l'erreur de Descartes. Il dit qu'en fait, même nos décisions soi-disant rationnelles ne sont pas rationnelles. Si notre système émotionnel dans notre cerveau ne fonctionne pas bien, on est incapable de prendre des décisions. Donc c'est ça pour répondre à ta question, c'est toutes les dynamiques de décision que nous mettons en place, mais qui le pilotent sans que on le met en question. Des choses chez nous, ça se fait toujours comme ça. Ce n'est pas possible de faire un projet sans faire le plan de projet. Je donne quelques exemples, j'aime beaucoup donner des exemples. J'allais y venir, voilà, concrétiser, parce qu'on pourrait le ramener, bon, on en reparlera tout à l'heure, à la société, enfin à la cellule familiale, mais là, dans la culture de l'entreprise, c'est chez nous, dans cette entreprise, on fait toujours comme ça. Exactement. Vas-y, cite quelques exemples voilà, qui sont très forts. Chez nous, c'est pas possible parce que nous sommes une entreprise pour laquelle la sécurité était très importante. Par exemple, des entreprises pharmaceutiques ou aéronautiques, on ne peut pas ne pas prévoir. Ça, c'est une croyance. En général, les croyances sont justifiées. Elles sont les croyances, pour citer un autre modèle que j'utilise, qui est la pensée liminale. Les croyances se construisent sur la réalité, selon l'expérience que nous avons eue et les besoins que nous avons. Donc, on a fait une interprétation, on a fait des hypothèses. Et ça crée une croyance. Donc on a effectivement des besoins pour de sécurité pour les médicaments ou pour les avions. Ça c'est pas des croyances, c'est de vrais besoins. Mais en fait, il y a le besoin, il y a le besoin, et après la croyance qui se crée, c'est que cette sécurité absolue est nécessaire dans tout type de décision. Ce qui crée peut créer. Enfin, je prends cet exemple parce que je le trouve simple. Hein, c'est pas une critique. On applique ce mécanisme à tout type de décision qui transforme les mécanismes de projets ou des décisions dans des machines de guerre parfois trop compliquées. Donc, on est en train de dire finalement que ça vient rigidifier en fait le système. Il y a cette histoire-là. Exactement. En fait. Et aussi, en fait, il y a, comme tu dis, il y a un vrai besoin, mais il y a un moment donné, la réalité est différente. Donc, on essaie de sécuriser, de voir, j'aime bien dire, de scanner tous les dangers. Mais la réalité est incertaine, c'est un fait, et il y a toujours un danger auquel nous n'avons pas pensé. Alors, il y a aussi autre chose que tu me disais en préparant l'émission, c'est que il est intéressant, en tout cas pour toi, et t'es pas la seule à avoir cette vision, bien entendu, de voir en fait l'entreprise comme un organisme vivant. Et tu me donnais quelques exemples justement pour montrer à quel point en fait une entreprise a, par exemple, ses propres traumas collectifs. Ah oui. Tu peux m'en parler un petit peu? Ah oui. Alors, je vais d'abord commencer avec ce modèle qui pour moi est très précieux. Qu'en organisation, ce n'est pas une chaîne de production. Ça serait très simple. Justement, nous, on a besoin, notre cerveau a besoin que le monde soit prédictible. Parce que ça rassure. Parce que c'est rassurant. C'est une façon c'est une façon de assurer sa survie. Je connais tous les dangers. Oui. Donc ça c'est. Mais malheureusement le monde n'est pas prédictible et une entreprise n'est pas prédictible non plus. Même si nous sommes les fondateurs, même si nous sommes le comité de direction, même si nous sommes les managers, en fait, un système a une vie à lui. Et comme
il est composé des vivants qui sont les êtres humains. Donc en elle-même, elle est un organisme vivant. Et comme tout organisme vivant, a la tendance de se défendre de tout ce qui est inconnu et tout ce qui est en attaque. Et c'est là, je reviens à une autre chose qui est invisible. On n'adresse pas cette partie invisible qui est la résistance est naturelle, parce que tout changement d'un état qui semble avoir un équilibre, même s'il est dysfonctionnel, mais qui semble avoir un équilibre, qui semble avoir un équilibre, est perçu comme un attaque et comme un système immunologique. Les gens dans l'organisation ont des comportements finalement sans se rendre compte consciemment il faut résister à l'attaque. Donc, en fait, tu es en train de dire, si je vulgarise encore plus, c'est qu'à partir du moment où même dans une entreprise ou même une structure familiale, on veut apporter un changement, presque le réflexe archaïque, ça va être au départ de venir résister parce qu'il y a déjà un équilibre, même dysfonctionnel, qui est posé. Exactement. Ça, il faut pas l'oublier à chaque fois qu'on veut, même dans tes accompagnements, dans du coaching ou dans toute nouvelle transformation qu'on veut faire d'un point de vue entrepreneurial ou personnel. Il va y avoir une résistance. Tout à fait. Et voilà, c'est quelque chose qui est très ancré dans le collectif. Et je reviendrai au trauma collectif parce que j'ai pas oublié la question. Merci. Il faut en prendre en compte et ça fait partie de l'invisible parce qu'on a l'impression, et je peux comprendre, les gens sont enthousiastes et je crois que tout le monde est plutôt porté par des bonnes intentions et dire on va amener une transformation de cette organisation pour que ça soit super plus à la fin. Donc au départ, tout le monde semble volontaire. Ça peut sembler volontaire, mais après, quand justement, forcément, tout changement veut dire laisser de la place à autre chose, c'est là où cette résistance entre un jeu, parce que lâcher quelque chose qu'on connaît pour quelque chose d'inconnu, justement, notre cerveau entre en mode danger, repli sur la survie. Ouais. Même s'il y a beaucoup d'inconscient, on est d'accord. Exactement. Donc, on revient sur l'invisible. Et une des raisons, justement, invisibles, inconscientes de résistance, c'est aussi le vécu auquel on répond, qui est figé du collectif, qui est le traumatisme collectif, sachant que dans l'histoire d'une organisation, comme dans l'histoire d'une famille, il y a des événements qui étaient traumatisants. Exemple. Et ça, enfin, je dis traumatisant, on n'ose pas de le dire, mais exemple, des plans de licenciement, des faillites. Ça dépend de la taille de l'entreprise, le départ d'un fondateur qui portait une certaine vision, la mort d'un fondateur. Donc toutes ces choses-là, on a l'impression que parce que c'est dans le domaine professionnel, c'est pas grave, on avance, on serre les coudes et on avance. Mais en fait, si ce traumatisme n'est pas intégré, la résistance sera plus grande parce que quelque part on se rappelle de ces dangers et comme on dit comme le traumatisme individuel, le système reste figé à ce moment-là. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si tu parles d'un plan de licenciement ou du décès d'un fondateur, notamment un décès prématuré, ce qui va provoquer du traumatisme, admettons, il a pu avoir lieu tout ça dans les années 2000 et en 2020, 2026, c'est cette année, le système est encore figé dans ces traumatismes d'il y a 20 ans. C'est possible. C'est possible. Si ce n'était pas décrit, intégré, j'aime beaucoup en parler avant, ce mot intégrer le traumatisme, parce que le traumatisme il est là.
la mort d'un fondateur ou peut-être même un plan de licenciement, économiquement, on peut pas faire autrement. Mais si ce n'est pas intégré, ça reste sur des mécanismes de blocage et de résistance encore plus grandes. Et j'avais envie de donner un exemple qui est peut-être moins dramatique que ceux que je donnais. C'est une équipe qui existe, qui fonctionne bien, et pour des raisons de changement d'organisation, elle est dissoute. Et par ailleurs, en fait, cette équipe-là vit un traumatisme, et on le considère pas comme ça, parce que, comme je disais, en mode professionnel, c'est la vie, c'est comme ça. Okay. Mais il y a un lien, il y avait une fierté, par exemple, parce que ça avait fonctionné bien ensemble. Il y a plein de choses. Il y avait un sentiment d'appartenance. Exactement. Exactement. Okay. Donc, je pense que je donne cet exemple parce que dans les plans de transformation, ça arrive très souvent de refaire les organisations. Avec des nouveaux managers, etc. Et puis on passe à côté de cet impact traumatisant. Okay. Oui, c'est comme si on devait recréer un peu comme moi j'appelle ça des familles recomposées quand je t'écoute. Ça pourrait faire le même. Alors justement, quels sont les leviers qu'on peut amorcer justement pour dépasser toute cette résistance en fait qui est mise en place de manière invisible, inconsciente? Alors il y a plusieurs choses, parce que la résistance, du coup, comme je donnais plusieurs exemples, c'est à plusieurs niveaux. C'est ceux qui sont pour, des acteurs ou de pionniers de la transformation. C'est intéressant de faire en sorte que la communauté qui sont créées, elle est renforcée, pour que eux-mêmes peuvent résister à l'attaque du système puissant, dominant. Donc, c'est-à-dire créer des communautés de pionniers, de ceux qui portent le nouveau. D'accord. Pour qu'ils soient renforcés. Okay. Donc, c'est un peu comme... Donc, il y a des questions de leader derrière tout ça, quand on parle de pionniers. Pas forcément de... Oui, en fait... là, on entre dans un autre sujet. Je crois que chacun d'entre nous est leader. Ah, ok. De toute façon, on va en parler tout à l'heure du leadership. Voilà. Mais c'est des pionniers dans le sens qu'ils voient, j'aime dire, dans les signaux faibles, des visionnaires, oui. Des gens qui voient les signaux faibles, qui se disent, en fait, cette organisation, ça devrait se transformer vers autre chose. Et ils portent ce message. D'accord. Mais c'est normal que le système en place, qu'on appelle le système dominant, je fais aussi référence à un modèle, résiste. Et comme je disais tout à l'heure, les attaques, comme un système immunologique qui interprète ces gens comme des microbes, et pour tuer l'initiative. Et ça se manifeste avec plein des comportements, des justifications, mais là, on peut voir ça de diverses manières, mais au fond, tu vois, la partie invisible, c'est ça. T'es en danger, j'attaque. Donc le levier là, ce que tu exposes justement pour mener à bien en fait ces nouvelles transformations, c'est déjà d'éclairer comment fonctionne le système, pourquoi il y a des résistances, mettre en lumière ces résistances et rassurer en disant qu'elles sont inconscientes, invisibles et qu'elles sont normales, pour un petit peu laisser respirer et laisser les pionniers lancer des initiatives nouvelles. Il y a cette idée-là, en fait, d'accompagner aux nouvelles initiatives. Alors, il y a la prise de conscience, mais ce que je disais, c'est en fait faire en sorte que tous ces pionniers qui ont des initiatives se connaissent et s'unissent. Ah, ok. Oui. Et que ça soit aussi éclairant. Il y a, on aussi en a parlé, ce qui est important, c'est de l'accompagnement à la mort du système. Parce que ça aussi, et ça c'est déjà un traumatisme, on vit tous, on vit tous en tant qu'individu, même si on le sait, et d'autant plus les entreprises et les organisations, avec l'illusion de vivre à l'éternité, comme ça, éternelle. Et ça, ce qui est fort, c'est d'accompagner
ces personnes à la mort du système, c'est-à-dire qu'ils fassent le deuil et se laisser inspirer par les pionniers pour aller dans... Très bien. Voilà. Bon, je te remercie. Alors, on va continuer tout à l'heure sur le Merci, leadership, Aurélie. et notamment sur le leadership féminin. On va poursuivre. Avant cela, donc, Oana, tu évoquais les entreprises et les organisations comme des systèmes vivants. Alors, justement, si on prenait un instant aujourd'hui pour revenir au vivant et à la nature, un temps pour colorer tes idées et révéler ta créativité, à vivre ici et à prolonger chez toi, voici la chronique Le repère créatif avec Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour à toutes les deux, c'est toujours un plaisir de se retrouver lors de cette chronique. Alors aujourd'hui, Morgane, tu vas nous faire découvrir la réalisation d'un herbier, c'est bien ça? Oui, exactement, et je vois dans tes yeux que ça te semble flou. Bah non, au contraire, non. Alors hâte surtout, voilà, hâte. Et alors, Oana me révélait juste avant l'émission justement qu'elle adore la nature, donc elle va t'écouter avec grande joie. Même en venant ici, on s'est arrêté, on était en pleine conversation, on s'est arrêté et on a regardé une rose parce qu'elle était très belle. Voilà, donc tu as une parfaite élève qui va t'écouter, et moi aussi. Chouette. Alors, c'est vrai que moi j'aime la nature parce que je trouve que dans ce monde de brut, ça amène un petit peu de douceur et ça fait toujours beaucoup de bien. Et du coup, je vais commencer cette chronique par une parole des chansons de Clara Luciani que j'aime beaucoup. Et elle a dédié une chanson aux fleurs et dans l'une de ses chansons, elle dit quand tout fout le camp, quand tout est décevant, quand rien n'est à sa place, pas même moi, je pense aux fleurs qui sont parfaites, je pense aux fleurs qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être. Et du coup, ça fait un peu écho à la partie entreprise dont tu parlais, où la nature, il y a cette organisation un petit peu parfaite, je trouve, où tout est à sa place naturellement. Voilà. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai toujours adoré les fleurs, puisque Toi comme aussi. tu le sais, Aurélie, j'ai grandi en Bourgogne avec des grands-parents passionnés par la nature, et avec un jardin rempli, je sais pas, de peut-être plus de 600 espèces de fleurs. Enfin, c'était un jardin magnifique. Ma grand-mère était passionnée et elle m'a transmis en fait cet amour des fleurs et le savoir aussi parce qu'il y a pas mal de connaissances à connaître dans les fleurs. Alors qu'aujourd'hui, quand on pose la question aux enfants de 7 ans, il y a une étude qui est parue. Ils connaissent 70 marques, mais trois espèces de fleurs, ou 3 espèces de plantes. Ah, très peu. Donc moi je trouve qu'avec ces herbiers, ça peut être une bonne idée pour les grands comme pour les petits, mais de les ramener un petit peu à l'essentiel, à connaître le nom des plantes. Alors sans devenir botaniste, hein, mais aujourd'hui les enfants savent plus forcément ce que c'est qu'un bouton d'or. La marguerite encore on y est, mais ou même un pissenlit. Donc juste revenir à l'essentiel. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, je suis loin d'avoir la main aussi verte que ma grand-mère, mais j'ai perfectionné ma méthode pour faire des herbiers, puisque c'est ma grand-mère qui m'a initiée, et qu'à l'époque, pour presser les fleurs, on utilisait, je sais pas si vous voyez, les gros bottins jaunes. Oui, les annuaires. Ah si, t'as dû connaître ça, les gros annuaires jaunes. Voilà, les gros annuaires jaunes téléphoniques qui prennent une place folle. On pouvait assommer quelqu'un avec. Ah oui. Ou presser des fleurs. Mieux comme utilisation. Voilà. Alors pour ma part, on s'en servait pour presser les fleurs. Tu t'es pas pris des grosses tartes à l'annuaire jaune. Non. Alors déjà pour presser les fleurs, il faut bien faire la différence entre fleurs séchées et fleurs pressées parce que c'est pas la même chose et très souvent il y a une confusion. Les fleurs séchées, ce sont les fleurs qui sont en 3D, d'accord ? Par exemple, quand vous recevez un bouquet de fleurs, vous pouvez, avant qu'il soit complètement mort et complètement cuit, lui mettre la tête en l'air, le laisser dans le noir, et puis vous revenez 2-3 semaines après, il aura séché. Oui. Alors, en fonction des fleurs, le résultat est plus ou moins joli, plus ou moins esthétique. Avec des roses, c'est joli. De l'hortensia, c'est magnifique. Avec toutes les plantes vertes, les feuilles vertes, le feuillage, on a toujours un rendu très joli aussi, mais ça dépend vraiment des fleurs. Voilà. Oui. Votre fleur séchée, vous la voyez, elle est en 3D. Donc ça, c'est une fleur séchée. Oui. Elle a perdu toute son humidité. Oui. Une fleur pressée, c'est une fleur qu'on va ramasser dans un jardin. Si je prends l'exemple de la pâquerette, d'accord, et qu'on va mettre sous presse ou dans un bottin, dans un livre. Et qu'on va refermer comme ceci la presse, et en fait, elle va être écrasée, pressée. Et donc, c'est une fleur qui est en 2D. C'est ce que je vous montre ici, voilà. D'accord. C'est une fleur qui se trouve en 2D, donc elle n'est pas en 3D. Donc, on a besoin, pour faire un herbier, puisque je vais vous parler d'herbier, déjà de fleurs pressées. Oui.
Alors, les fleurs pressées, vous pouvez en acheter, il y en a chez Cultura, il y en a partout, mais vous pouvez faire aucune dépense et juste dans votre jardin, déjà avec les fleurs de votre jardin ou même quelques pétales de rose trouvés, faire des merveilles. Pour cela, on les récolte toujours quand il fait beau, parce que et en début de journée, c'est là qu'elles sont les plus belles, parce que si on les récolte en fin de journée ou quand il a plu, surtout quand il a plu, quand on va les presser, elles vont garder l'humidité et donc elles vont pas garder leur jolie teinte, elles vont finir un peu marron. Ok. Et donc la couleur ne sera plus jolie. Donc on les récolte le matin. Quand il a fait beau, on vient les mettre dans un livre. Là, moi, je récolte les livres dans les boîtes à lire. Ah, et tu t'en sers comme pressoir, c'est ça? Et je m'en sers comme Pressoir. presse. Voilà. Et donc, en fait, je cueille ma petite fleur. Je viens, alors là, on le verra pas forcément, mais ah oui, je viens du coup disposer ma fleur. On va voir sans abîmer, mais je sais pas si on verra trop à la caméra. Voilà. Et puis on referme le livre qui fait presse, qui fait office de presse. Et 2 semaines après, le résultat est prêt et on a des jolies fleurs qu'on peut utiliser. 2 semaines, en général, quelle que soit la fleur, c'est ce que tu recommandes. Franchement, 3 semaines, c'est même mieux, mais moi, un peu d'impatience. je manque de patience. J'aime bien voir les résultats, donc j'ouvre avant. Mais ouais, 2 semaines, c'est bien. 2-3 semaines, c'est très bien. Voilà. Donc, il nous faut, comme je l'ai dit, pour faire des livres pour ne pas lire, mais pour presser. Voilà, pour réaliser donc ce type d'herbier, vous allez avoir besoin donc de fleurs pressées et non de fleurs séchées, donc des fleurs en 2D. Vous allez avoir besoin d'un petit pot pour disposer de la colle blanche, puisque c'est avec ça qu'on viendra coller les fleurs. Donc, colle blanche liquide. Colle blanche liquide, on trouve chez Action 1,50 €, elle est géniale. Moi, c'est pas de Action, mais elle est fais la petite collaboration non commerciale. C'est exactement ça. Une pince à épiler pour prendre les fleurs et les disposer parce que c'est très fragile. Et du coup, les pétales s'en vont très facilement. Alors, je trouve qu'une pince à épiler, on est plus précis, ça évite d'abîmer les fleurs ou les feuilles. Tout à fait. Et il y en a des pas chers non plus. On va pas citer chez Action. Voilà, mais même ça, je pense que non, toutes les mais femmes oui. ont... ouais, exactement. Des petits ciseaux pour pouvoir couper les végétaux à la bonne taille. Un crayon de papier et un petit pinceau pour étaler la colle. D'accord Les étapes, je vais vous en parler. Alors, c'est pas compliqué. Tout d'abord, on va sur une feuille imprimer l'initiale de son choix. Alors moi, pour l'herbier, j'ai décidé en fait de faire une initiale parce que je trouve que ça peut s'offrir et puis c'est un peu comme une ode à soi-même. Si jamais on parle de leadership tout à l'heure, je trouve que voilà, se faire des petites odes à soi-même, c'est super. Et donc j'ai décidé de faire une initiale. Donc déjà, on imprime son initiale sur du papier lambda. Cette initiale, on va la découper, d'accord. Puis une fois qu'elle sera découpée, on va faire le contour au crayon de papier pour venir la redessiner sur notre feuille. D'accord, la redessiner. Voilà. On vient la redessiner, mais la redessiner en appuyant très très finement pour qu'elle puisse disparaître après ce contour, cette empreinte. D'accord ? Ouais. Une fois que l'empreinte est dessinée, tout simplement, on va prendre nos fleurs à la pince à épiler et puis on va comme ceci les disposer petit à petit à l'intérieur de notre lettre. Alors là, j'ai pris une feuille très très fine qui est une feuille A4 basique, mais pour l'herbier réellement, je vous conseille d'utiliser, c'est ce que j'ai fait, du papier canson un petit peu épais. C'est ce que j'allais dire, papier canson. Du papier canson épais, ça fait très bien l'affaire. Et donc, une par une, c'est un jeu d'enfant, on va venir disposer les fleurs à l'intérieur de la lettre, en coupant sur les rebords, comme ceci, pour vraiment épouser la forme de la lettre. Une fois qu'on a disposé ces lettres... Donc d'abord tu disposes. D'abord on dispose, et une fois qu'on est heureux du résultat... D'accord, je voulais déjà coller, tu me vois venir. Déjà tu disposes, et c'est comme un puzzle, une fois que tu es contente de l'harmonie, que tu trouves que c'est joli, que c'est esthétique... donc tu peux déplacer, c'est ça que tu veux dire. Voilà, tu peux déplacer. Que tu trouves que les couleurs vont bien, etc. Parce que c'est un peu comme un Tetris, tout doit rentrer quand même. Ouais, donc... Ah, ok. Et on prend son temps, on regarde l'harmonie. Exactement. Et une fois que l'harmonie est créée, il va tout simplement falloir mettre un petit peu de colle dans un petit pot, d'accord. Donc la fameuse colle blanche qui à la fin devient invisible puisque c'est une colle vernie. Donc en fait, elle devient transparente. Ok, d'accord. Donc on la dispose juste au dos de notre fleur. Et puis avec la pince à épiler, on vient disposer la fleur directement à l'intérieur de la lettre. Voilà. Et on colle comme ça notre assemblage. Donc en fait, c'est vraiment très facile à faire. C'est pas compliqué. Oui, c'est vrai. C'est à la portée de tout le monde. Oui. Et même pour les jeunes enfants, on n'est pas obligé de rentrer dans une lettre.
on peut très bien faire des herbiers directement sur la feuille, de manière très jolie et très graphique. Et même, je pense à ça, un petit motif où ça devient plus compliqué, je sais pas, un petit, bon, j'allais dire une forme de dragon. Je m'en vais pas dans le truc le plus simple, mais. Alors, tu peux, mais dans l'idée, tu peux faire après une forme de fleur. Mais dans l'idée, c'est bien que ce soit pas trop, pour qu'on puisse quand même admirer la beauté des fleurs qui ont quand même une certaine largeur. Souvent, c'est quand même bien de pas avoir de motifs trop fins, trop structurés. Tu vois. Faut quand même que t'aies de la place. Ok, ouais. Donc faut pas aller sur un truc compliqué. Ouais. Moi, je conseille pour se faire plaisir. De rester dans les simplicités. Les fleurs sont simples, les fleurs sont belles. Restons dans la. Ouais, donc toi, voilà, soit la simple, voilà, soit sans rien, soit avec les lettres. Toi, avec toute ton expérience de créatrice, tu trouves que c'est ce qui fonctionne le mieux. Parce qu'on est là aussi pour ça, hein, donner des bons tips aux gens pour dire c'est quoi le meilleur rendu. Hein. Bah, je trouve que le mieux c'est d'écouter son cœur. Mais tu vois, tu prends juste. J'adore. Non mais tu prends juste une feuille canson. Tu la plies en deux comme ça. Et tu viens sur cette partie-là disposer tes fleurs. Je veux dire, ça te fait une carte pour écrire après à l'intérieur et c'est génial et c'est très joli et c'est très suffit. Beau. Après, tu peux aussi utiliser du canson de couleur, mais je trouve que les fleurs sont tellement variées, il y a tellement de belles couleurs que c'est même pas utile. Mais ça peut être un petit plus pour les enfants qui aiment beaucoup les couleurs et pour leur donner envie. Mais t'invites quand même à la simplicité puis surtout à l'inspiration du moment. C'est surtout ça que tu veux dire, hein. Laisser l'harmonie se faire. Et les plantes du moment aussi. Et les plantes du moment, donc ce n'est pas réservé la réalisation d'un herbier au printemps. Alors, si tu veux récolter toi-même tes fleurs, c'est mieux d'aller vers le printemps parce qu'en hiver, on en a quand même pas beaucoup. Je parle en France. Hein. Oui, au mois d'août, en pleine sécheresse, un peu moins. Voilà, bah il te reste encore un peu des rosiers, il te reste quelques. Mais bon, moi, je trouve que le printemps est la meilleure période, du moins, pour au moins faire ses stocks de fleurs pressées. Et tu peux les utiliser que 3, 4, 5, 6 mois après. T'es obligé d'attendre 2 semaines, mais tu peux les utiliser après. Moi, il y en avait que j'ai fait avec ma grand-mère que j'ai retrouvées. Je sais pas, je crois qu'elles ont 13 ans, tu vois. Donc, faisons des stocks au printemps. Et puis, comme ça nous laisse l'opportunité d'en faire quand on veut. Tout à fait. Alors moi, j'aime beaucoup les herbiers du coup parce que comme vous l'avez compris, c'est poétique. Et comme je vous le disais, c'est un peu une ode à soi-même. Et tout le monde peut s'y mettre à faire des herbiers, il n'y a pas d'âge. Alors, faut savoir quand même qu'historiquement, c'est vrai que la collecte d'herbiers, elle était vraiment réservée aux botanistes qui l'utilisaient pour connaître la nature et la répertorier. Donc, c'est justement le naturaliste Charles Darwin au 19e siècle qui a initié tout ça et qui a traversé tour du monde, ramené une quantité folle de végétaux, justement pour la faire connaître. Voilà. Et donc, ça a révolutionné les travaux de biologie. Voilà. Ok. Alors évidemment qu'aujourd'hui, à l'heure de l'IA, les herbiers ne servent plus à connaître la nature telle qu'elle devrait être reconnue. Mais créer un herbier, je trouve que c'est un peu devenu comme écrire un poème avec la nature. Et à défaut de pouvoir réenchanter le monde, moi je trouve que les herbiers réenchantent nos cœurs. Donc faut pas s'en priver. Merci beaucoup Morgane. Merci pour ce bel instant de créativité. Moi ça m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai appris une technique qui me séduit bien. Est-ce que Oana, tu as déjà réalisé des herbiers? Tout à fait. Quand j'étais enfant, c'était un des thèmes dans les classes de botanique de faire des herbiers et puis expliquer la feuille, les nervures, qu'est-ce que c'est, le pistil. Enfin, mais merci beaucoup, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai tout de suite envie de créer des cartes et les envoyer. Parce que j'ai constaté autour de moi que les gens les plus jeunes prennent de plaisir de recevoir des cartes physiques que nous avons écrit à la main avec un stylo. Et ce que je retiens aussi, c'est ce que tu as dit en fait. Les fleurs sont. Tout simplement. Et non pas d'autre rôle que de l'être. Voilà, c'est vrai. Bon. Et c'est une inspiration pour nous aussi parce que en soi, nous aussi, nous sommes. Oui, ça me fait revenir à l'essentiel. En tout cas, je te remercie Morgane et je le rappelle, tous les ateliers que tu proposes sont sur ton site lerepèrecreatif.fr. Voilà, un grand merci. Et alors, ça laisse, moi, je trouve une belle empreinte artistique et je me disais, alors, de quelle manière nous, les humains, nous pouvons également laisser aussi une empreinte, pourquoi pas artistique, au sein des entreprises. Et les femmes ont-elles justement encore du mal aujourd'hui à occuper une place
qu'elle pourrait avoir et qu'elle pourrait inspirer dans ces nouvelles organisations et dans ces accompagnements à la transformation. Alors ma première question, c'est déjà pourquoi c'est difficile pour elle de prendre ces places-là? Oui, Aurélie, je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui existe toujours, même si on pourrait dire c'est bon, nous avons évolué, Oui. il y a plein de d'acquis, féministes. de courants féministes, il y a même des courants féministes qui irritent, c'est ce qui est Oui. ce qui est un bon signe. Je vais peut-être revenir là-dessus, mais en fait, ce que j'ai constaté en travaillant avec les organisations, avec les femmes dans les organisations qui ont des postes de responsabilité, c'est que la différence, elle est dans le subtil, encore une fois, dans le comportement subtil. Donc on a bon à faire de la discrimination positive ou à donner des postes à responsabilité. Dans l'implicite, on attend de femmes de performer selon, pareil, la culture de l'entreprise dans laquelle la performance veut dire action, résultat, faire au plus vite. Et du coup, même si il y a des programmes de leadership pour les femmes que j'ai vu dans les entreprises, même si aujourd'hui il y a des avancements en disant en fait les femmes ne fonctionnent pas pareil physiquement, parce qu'ils ont leur rythme biologique qui fait qu'ils ne peuvent pas être pareils hormonellement, mais quand bien même on reste encore une fois dans cette croyance que on doit se conformer à une performance qui produit de plus en plus des résultats au plus vite, sans se poser la question de produire pourquoi, pour quel impact, pour quel impact positif, d'ailleurs, je voulais dire. Et du coup, une perte de sens. Il y a une perte de sens, oui, il y a une perte de sens, donc un attachement aux coutumes qui fait qu'on perd le sens. Alors, du coup, j'ai une question, mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'on cherche en tant que femme à devenir l'égale de l'homme à tous les niveaux? Mais en fait, c'est ça aussi, c'est un modèle de société et je veux pas la critiquer. Pour moi, c'est comme ça. C'est une société qui est bâtie par des hommes pour les hommes. Surtout le XXe siècle, qui était dans la performance, probablement la reconstruction. Donc, je suis pas sociologue vraiment, je veux pas m'avancer plus que ça. Et aussi, c'est le constat. Voilà, comme tu dis, c'est pas une critique, c'est un constat. C'est un constat, c'est comme ça, et je pense que ça a servi. Oui, ça a été utile. Ça a été utile pour avoir cette force de construction, énergie. Mais aujourd'hui, c'est en fait même dans les programmes de leadership pour femmes, on demande aux femmes exactement, comme tu dis, d'être compatibles avec ce type de comportement et d'action. Donc être dans la façon dont tu as poser la question, comme tu dis, aux femmes à être égales de l'homme, c'est-à-dire l'homme est quelque part à un repère et on demande aux femmes de se hausser en plus à ce repère-là, comme si c'était le repère le plus haut possible. Comme si Saint Graal. Exactement. Et c'est là où je voudrais, moi, dans l'accompagnement de femmes et le leadership de femmes pour femmes, c'est de rebattre les cartes et dire c'est un repère, c'était une façon de faire, mais elle ne convient pas aux femmes. Et peut-être que si on change aussi la culture de l'organisation pour être plus dans moins la performance d'un résultat linéaire, mais plus dans soigner la vie, et puis s'assumer telles qu'elles sont, on pourra changer et avoir un impact positif, que ça soit économique aussi, parce que suis pas. Parce que c'est un peu de la guerre, hein, aujourd'hui. Oui. Enfin, un impact économique positif, parce que une entreprise doit vivre, doit gagner de l'argent. Oui. Mais ça ne veut pas dire que gagner de l'argent égale
à produire plus, à performance, à produire plus. Ça, c'est une autre croyance. Et pour dire, donc cette idée qu'on aide les femmes à être au même niveau que les hommes, et c'était une des expressions qui me désole, qui est que j'ai entendu quand moi j'étais jeune, c'est pour réussir en tant que femme, il faut être 10 fois meilleur qu'un homme. Je sais pas si vous la connaissez, si, celle-là. Oui, on en parle encore aujourd'hui. Voilà. C'est comme je disais, je voudrais rebattre les cartes parce que je pense, mais ça c'est plus une croyance personnelle par expérience et observation. C'est que c'est une des raisons du fameux plafond de verre. C'est qu'en fait, on entraîne les femmes à être comme des hommes, performer comme des hommes, et il y a un moment donné où finalement, pour elles, le système est saturé. Donc, le seul moyen pour ne plus avoir de plafond de verre, c'est d'accepter d'avoir un leadership différent qui est le sien, et au lieu de briser le plafond de verre, de le rendre irrelevant, qu'il soit dépourvu de sens. Ok. De le rendre presque caduque. Oui, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens. Alors, justement, tout à l'heure, moi, j'évoquais dans mon introduction un leadership féminin. Tu vas me dire ce que t'en penses. Davantage basé, peut-être, ce qui m'inspirait moi, sur oser exprimer sa vulnérabilité, voilà, ne pas avoir honte en fait d'exprimer ses faiblesses, basé aussi sur l'écoute peut-être, la coopération, la relation, peut-être quelque chose qui sont et pareil, hein, c'est pas un combat homme-femme, mais qui sont peut-être plus naturels chez nous, chez les femmes. Est-ce que tu es d'accord avec ce leadership féminin là? Est-ce que c'est ces axes-là qu'il faut développer? Tout à fait, ce sont des axes à développer, et je dirais plutôt à assumer que développer. Parce que je pense que justement les femmes ont cette capacité naturellement parce qu'elles sont dans le soin, dans la vie. Donc la vulnérabilité, ce n'est pas un péché pour elles. Enfin, c'est devenu dans le monde dans le monde professionnel, parce que on parle pas vulnérabilité, ça veut dire que nous sommes pas à la hauteur. Si on montre ses vulnérabilités, être dans la relation, dans le soin, dans l'écoute, dans le temps lent de la vie. La vie, et tu parlais des fleurs, d'herbier et de printemps, on se dit, la vie prend son temps. Le but de la vie, enfin, je peux pas dire que je connais le but de la vie, mais une chose, je suis sûre que un des buts de la vie, c'est de vivre. J'espère que on sera tous d'accord là-dessus. Et là, c'est pareil. Si on veut qu'une entreprise vive, il faut laisser le temps de relation, le temps de faire émerger qui est juste, le temps des meilleurs résultats, les temps de meilleurs résultats pour ses clients. Donc c'est donc implicitement derrière voilà. Ce temps, prendre le temps d'écouter l'autre, de coopérer avec l'autre, d'entrer en relation avec l'autre. C'est tout ça que ça implique. Oui, valoriser le temps lent, valoriser aussi les voix dissonantes. Plutôt que d'avoir une seule voix, et puis s'arrêter sur la vertu de décélération. Aujourd'hui, dans on voit tous les slogans, un peu marketing, du conseil, c'est accélération, performance, accélération. Moi, j'avais à dire, moi, je vous apporte l'impact positif par la décélération. Et là, j'ai envie de te couper justement pour demander à Morgane, parce que t'es pleinement dans la créativité, et on est d'accord parce que t'es aussi quelqu'un de très dynamique, organise beaucoup d'ateliers, t'es entrepreneuse depuis le départ. On est d'accord qu'à un moment donné, tu es toujours en train de rechercher de nouvelles idées qui reviennent. Tu te fais l'effort, j'imagine, à un moment donné, de te poser pour créer ce moment de l'auteur, pour être créative. Ah ben alors je vais y répondre très clairement. Pour ne pas l'avoir fait ça pendant des années, j'ai terminé par un burn-out, et je me suis donc rendu compte que j'étais obligée de le faire parce que j'ai voulu pendant des années performer comme un homme parce que j'étais entrepreneuse. Sauf que je me suis rendu compte que petit 1, je n'étais pas un homme et que petit 2, ce rythme ne me convenait pas. Et comme je suis entrepreneuse, j'ai la chance de pouvoir
créer mon propre rythme plus facilement. Avec des enfants, on est d'accord, parce avec que ça mes aussi, enfants, c'est important. Évidemment. Ouais, mais, c'est central pour toi. C'est central pour moi, mais ce qui a été le plus compliqué, c'est de quitter les mauvaises habitudes pour en reprendre d'autres. Et oui, maintenant, je décélère. Et je vois à quel point je suis mieux épanouie et beaucoup plus performante. C'est exactement ça. C'est que je savais que ça allait te parler. Ouais. Bah oui. C'est ça. C'est j'allais dire. C'est enfin. On pourrait ensemble créer de la performance. Donc, je peux vous soutenir à créer de la performance en décélérant sévère, comme disent les ados. Toi, c'est vraiment ton cas. Hein. Tu n'as pas perdu en bénéfice, bien au contraire. Ton entreprise continue de fleurir, de se prospérer. Tu continues d'avoir de nouvelles idées. Et ce qu'on se dit souvent aussi, enfin moi, ce que je me dis souvent, je me suis rendu compte que tout ce que je perdais dans ma vie, c'est que ça ne me convenait plus. Et ça a laissé de la place pour d'autres choses, beaucoup plus, comment dire. Riche et qui allait m'amener d'autres choses. Et au final, je pense qu'on ne perd rien à prendre son temps. Au contraire, ça nous apporte énormément et à tous les niveaux. Absolument, je suis tellement d'accord avec toi et c'est pareil, on vit dans une éducation, une culture où il faut remplir le temps, qui crée un cercle vicieux d'autoculpabilité parce que justement on n'a pas fait. Mais en fait, pareil, notre cerveau, notre créativité a besoin d'espace. Tu as dit quelque chose qui est clé, c'est qu'est-ce que je laisse de côté pour créer de l'espace pour ce qui est bon. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime amener et dans mes accompagnements, soutenir les personnes à laisser de côté, qui n'est pas évident. Oui, parce que derrière, moi, j'entendais accepter, parler de perte. Moi, tout à l'heure, on en parlait, il y a une histoire de deuil un petit peu. Hein. Oui. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est pas facile. Hein, Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ce que je voulais aussi dire par rapport, quand on parlait de vulnérabilité, ce que tu disais tout à l'heure, et puis je disais, c'est la vulnérabilité, c'est quelque chose que pour les femmes, c'est plus naturel à reconnaître, même si elles ont appris à ne pas le faire parce que ça ne se fait pas. C'est si on arrive à développer ce leadership féminin, je pense que ça peut être aussi un exemple pour les hommes pour se libérer parce que eux aussi sont victimes d'une éducation de cette performance de force et de toujours serrer les coudes pour avancer. Pour être forte et soutenir tout. Et de ne pas s'écouter. Et qui est d'ailleurs, aujourd'hui, je sais qu'une majorité de suicides sont des hommes. Je n'ai pas le chiffre en tête parce que j'y ai pas pensé que j'ai amené ça, mais on peut les trouver facilement. C'est que une majorité, un pourcentage écrasant de suicides sont des hommes adultes, à l'âge adulte, aussi j'entends. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, ça rejoint qu'ils ne s'écoutent pas, qu'ils se font pas accompagner, qu'ils ne demandent pas de l'aide. De toute façon, c'est multifactoriel. Mais en tout cas, tu invites justement, et voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'il s'agit pas de mener un leadership féminin contre les hommes, mais plutôt d'inspirer, c'est plutôt ça, d'inspirer le mouvement pour donner l'espace à tous, femmes comme hommes, en fait, de suivre comme ça. Exactement, de s'autoriser, à avoir le leadership qui nous correspond le mieux. Très bien, ok. Et d'ailleurs, juste si je peux me permettre, quand on regarde juste le cycle de la nature avec les saisons, la nature, elle est pas tout le temps à 100% à produire. Bah oui. Non. Tu regardes, en hiver, en fait, elle est en jachère, il se passe plus rien. Elle est, à un moment, elle se repose, elle se régénère. Et quand tu regardes, c'est au printemps que vraiment elle produit. En août, ça continue encore, mais tu vois, elle est pas en permanence en production. Elle a des temps où elle est en pause. Exactement. La nature. Exactement. C'est ce que j'ai, d'ailleurs, par ailleurs, ce que j'avais appris à propos de ce que tu dis, bon, voilà, notre meilleur enseignant, c'est inspiration, c'est la nature. Et comme tu dis, il y a le temps de régénération qui est l'hiver, mais si j'ai bien compris, aussi l'été. Parce qu'à l'été, il y a un temps de repos pour les fruits, pour toute la récolte de l'automne, qui est aussi productive. Et j'ai trouvé ça, en effet, très très inspirant, très très inspirant. Et en tout cas, tu invites à une décélération en fait pour amener du mouvement. Exactement, une décélération et de voir
si on veut faire autrement, de quoi avons-nous besoin de se débarrasser pour laisser de la place à quelque chose de nouveau? Parce qu'on peut pas redécorer une pièce ou changer si elle est pleine de choses, des bibelots, de cartons de partout. Donc il faut bien qu'on enlève, créer de l'espace, créer de l'espace. Et ben pour nous et pour les organisations c'est pareil, créer du vide et du coup avoir le courage à un moment donné de rester avec le vide. Ce n'est pas agréable, mais qui n'est pas agréable. Oui, tout à fait. Mais ça peut le devenir. Mais ça peut le devenir. Et ouais, oui. ça peut le devenir. Oui, et puis surtout, si des personnes racontent à quel point ça a été satisfaisant pour elles, voilà, ça peut encourager d'autres à le faire. Tout à fait. Le vide est fertile parce que justement, quand on est fertile, c'est là où les idées viennent. Tout à fait, tout à fait. Oui. Alors, je voulais terminer par, tu es attaché au mythe de Cassandre, moi aussi. Est-ce que tu peux me raconter en quelques mots ce mythe et justement en quoi il t'inspire toi aussi dans ta manière d'accompagner au changement? Alors c'est vrai que c'est un mythe qui me touche particulièrement, peut-être parce que c'est lié aussi à mon histoire, mes parts d'ombre, etc. Mais ça fait partie de mon accompagnement de leadership pour les femmes. Ce sont les archétypes de femmes et le voyage de l'héros et le voyage de l'héroïne que je trouve très intéressant. Et le mythe de Cassandre me touche beaucoup parce que Cassandre, enfin, dans la mythologie, comme dans les contes de fées, la réalité est très très violente. Et la vie de Cassandre, fille du roi Priam, elle est aussi terrible. Donc, elle était promise à Apollon, Dieu, Apollon, n'est-ce pas, un très beau Dieu, très beau Dieu. Du coup, Apollon lui a fait cadeau de promesse de fiançailles, la clairvoyance, la capacité de voir le futur. Alors Cassandre, qu'est-ce qu'elle a osé faire? Elle a osé dire non au dieu Apollon. Elle lui a dit en fait, je suis pas d'accord de me marier avec toi. Alors bien sûr, Apollon était pris d'une forte rage. Il lui a craché dans la bouche. Ça, c'est assez intéressant comme geste violent. Et il lui a jeté un sort en lui disant, je peux pas t'enlever le don de clairvoyance, mais personne ne te croira. Et du coup, donc elle avait toutes ces visions, inclut la vision de la chute de Troie, le fait de la chute d'Athènes, le cheval de Troie qui est entré, mais personne ne l'a cru. Donc toute sa vie, elle a vécu toute une vie de violence et de violence même sexuelle. Enfin, en vivant ce don un peu comme une malédiction. En fait, le don était une malédiction et ceux autour d'elle la croyaient folle. Ouais. Et elle est morte avec ça. Et je trouve son mythe tellement illustratif pour tellement de femmes dans une société masculine. Donc, qui n'ont pas de voix. Parce que ce n'est pas normal de lui donner la voix. Et si elles disent quelque chose, elles sont probablement folles. Dans l'histoire du 19e, début du 20e siècle, elles étaient hystériques. Donc c'est pour ça que je suis très attachée au mythe de Cassandre et mon programme, le leadership pour femmes, j'aime le nommer Ma Voix, Ma Place. Oui, Ma Voix, Ma Place. Ouais. Voilà. Redonner la voix à Cassandre, même si ça ne fait pas plaisir aux dieux. Eh bien, merci beaucoup Oana, merci beaucoup Morgane. Dans cet échange, ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit parce que c'est vrai que tu valorises et on l'entend très peu aujourd'hui sur la scène médiatique le leadership féminin qui est notamment basé sur tout ce qu'on disait tout à l'heure, prendre son temps, oser exprimer sa vulnérabilité, oser aussi prendre sa place et notamment par la voix. Ce n'est pas pour rien si moi aussi je l'expérimente dans l'émission La Voix de Calliope. Moi aussi aujourd'hui je développe cette émission avec des doutes,
mais aussi avec de l'élan, avec des certitudes, mais souvent aussi des peurs, avec de la joie tout de même, mais également beaucoup de questionnements. Je ne suis pas toujours sûre de la direction exacte, ni de la forme que cela doit prendre, mais je sens très fort l'envie de faire exister un espace où on peut dire les choses simplement. Oser dire, ce n'est pas simple d'avancer, que les freins existent, qu'ils sont nombreux, matériels, psychologiques, émotionnels, que la vie personnelle, les responsabilités familiales, tout ça fait partie de la vie réelle et ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait finalement cacher, simuler. Et peut-être que le leadership féminin dont on parle aujourd'hui commence là, dans cette capacité à ne pas cacher ce qui est vécu, à ne pas faire semblant que tout est fluide et que tout va bien, à prendre le risque d'exprimer ses failles, mes failles, sans savoir à l'avance comment cela sera reçu. Parfois, j'ai cette sensation, moi aussi, comme Cassandre, de dire des choses qui ne sont pas encore tout à fait prêtes à être entendues. Mais malgré ça, je continue, même sans savoir exactement où cela va me mener. Et je vous invite, vous aussi, à avancer pas à pas, sans trop savoir où poser les pieds, sur un chemin qui s'éclaire au fur et à mesure. Ce n'est pas simple, peu importe, du moment que ça te prend aux tripes et que ton cœur reste grand ouvert. Merci.